Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour une nouvelle édition de notre programme Afrique pour ce mardi le 9 juin 2026. On commence tout de suite avec ce commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier son homologue érythréen, M. Isaias Afwerki. Les entretiens ont porté sur le renforcement des relations bilatérales ainsi que sur les principales questions régionales, notamment la sécurité dans la Corne de l'Afrique, la crise du Soudan et la stabilité dans la mer Rouge. Pour plus de détails, voici un commentaire. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous rejoint par téléphone Madame Farida Chouchi, qui est journaliste et écrivaine. Bonjour. Bonjour à vous et à tous les téléspectateurs. Merci à vous. Alors, premièrement, quels sont les principaux axes de coopération entre l'Égypte et l'Érythrée, souhaitant que l'Égypte et l'Érythrée souhaitent renforcer à l'issue de cette rencontre stratégique? C'est une rencontre qui mérite d'être qualifiée de stratégique parce que la position géographique de l'Érythrée sur la mer Rouge est très très importante pour notre pays, surtout pour préserver et défendre les intérêts de l'Égypte et de l'Érythrée. Et ça c'est très important parce que nous savons très bien que dernièrement il y a Israël qui a été reconnu le Somaliland, c'est-à-dire la terre de Somalie, et c'était contre toutes les lois et toutes les positions mondiales. Et nous voyons que nous avons un pays qui vraiment méprise toutes les valeurs et toute comment dire, l'histoire des résolutions mondiales, et nous devons foncer cette attitude et prendre les précautions très importantes pour arrêter la nuisance des ennemis, je dirais. Certainement, certainement. Pourquoi la stabilité de la Corne de l'Afrique est-elle considérée par l'Égypte comme une priorité stratégique pour sa sécurité nationale? Ça, c'est parce que nous voyons que il y a des partis, enfin nous savons que c'est seulement les amis de notre pays qui considèrent, qui essayent de fermer les portes et les perspectives égyptiennes vers la coopération avec l'Afrique, surtout que nous avons une histoire depuis les années 50 et 60, déjà été toujours un support vraiment important pour tous les pays africains
tout le continent africain. Oui, certainement. Et ça, ils le reconnaissent maintenant et nous devons investir tout ça pour le bien des deux parties. Oui. Selon vous, comment les deux présidents, égyptiens et érythréens, envisagent-ils de renforcer la coordination entre les États riverains pour garantir la sécurité de la mer Rouge et la liberté de navigation dans cette voie maritime tellement importante? C'est un pas très important et notre président a toujours opté pour l'entente et les discussions d'arriver à toutes les solutions par l'accord des deux parties, ou de plusieurs parties. Et ça, c'est très important parce que plus fort que de décider comme ça sans prendre les précautions importantes et sans prendre aussi les décisions très importantes pour l'avenir de toutes les parties qui discutent. Dans quelle mesure cette visite du président érythréen reflète-t-elle le niveau actuel de relations politiques et diplomatiques entre l'Égypte et l'Érythrée? C'est une relation très ancienne et très importante et qui jouait un rôle primordial dans la sécurité du continent africain. Et ça, c'est l'Égypte. L'Égypte n'œuvre jamais que pour la stabilité et l'entente et l'entraide et les coopérations entre les pays. Et elle écarte tout à fait les guerres. C'est pas l'option égyptienne. Parce que notre président a toujours réalisé des pas très importants, des réussites très importantes, mais par l'entente, c'est-à-dire les négociations, pas par la force et les guerres. Certainement, certainement. Madame Falida Choubachi, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Après, chers téléspectateurs, sur ce même sujet, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier au Caire son homologue érythréen Issaïs Afwerki. Les entretiens ont porté sur le renforcement des relations bilatérales ainsi que sur les principales questions régionales, notamment la sécurité dans la Corne de l'Afrique, la crise au Soudan et la stabilité dans la mer Rouge. Pour plus de détails, voici les commentaires. Le président Abdel Fattah el-Sisi a accueilli le président érythréen Issaïas Afwerki dans le cadre d'une visite officielle visant à renforcer les relations entre les deux pays et à coordonner les positions sur plusieurs dossiers régionaux. Après une cérémonie d'accueil officielle marquée par des honneurs militaires et l'exécution des hymnes nationaux, les deux dirigeants ont tenu une séance de travail élargie en présence des délégations des deux pays, suivie d'un entretien bilatéral. Selon la présidence égyptienne, les discussions portaient sur les moyens de développer davantage la coopération économique, commerciale et d'investissement entre le Caire et Asmara. Le président el-Sisi a souligné la grandeur des liens historiques entre les deux pays et réaffirmé le soutien constant de l'Égypte à la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Érythrée. De son côté, le président Issaïas Afwerki a salué l'évolution des relations bilatérales et le soutien apporté par l'Égypte aux efforts de développement de son pays, exprimant sa volonté de poursuivre la coopération afin d'ouvrir de nouvelles perspectives au partenariat entre les deux États. Des entretiens ont également porté sur les développements dans la Corne de l'Afrique. Le président el-Sisi a affirmé que la stabilité de cette région constituait une priorité stratégique pour l'Égypte, soulignant l'importance de la coordination entre le Caire et Asmara pour préserver la sécurité et la stabilité régionale. Les deux dirigeants ont également examiné la situation au Soudan, réaffirmant la nécessité de soutenir l'unité, la souveraineté et la stabilité de ce pays, ainsi que les efforts visant à mettre fin à la crise actuelle. La rencontre a enfin permis d'aborder des questions liées à la sécurité de la mer Rouge et à la liberté de navigation maritime. Les deux parties ont insisté sur l'importance de renforcer la coordination entre les États riverains afin de préserver la sécurité de ces voies stratégiques et de soutenir les efforts de développement et de stabilité dans la région. L'Égypte franchit une nouvelle étape dans le développement de son industrie automobile
à l'occasion de la production de la première Nissan Magnet en Afrique au sein de l'usine Nissan Égypte à la ville de 6 octobre. Le Premier ministre, Dr Moussa Mamadbouli, a réaffirmé le soutien du gouvernement aux investissements industriels et son ambition de faire du pays une plateforme régionale de fabrication et d'exploitation automobile. Pour plus de détails, voici les commentaires. L'Égypte poursuit ses efforts pour devenir un pôle régional majeur de l'industrie automobile. À la ville du 6 octobre, le Premier ministre Moussa Mamadbouli a participé à la célébration marquant la production de la première Nissan Magnet en Afrique au sein de l'usine Nissan Égypte, avant de rencontrer les responsables du groupe japonais. Lors de cette rencontre, les dirigeants de Nissan ont réaffirmé l'importance stratégique du marché égyptien dans les plans d'expansion de l'entreprise. Selon Massimiliano Messina, président de Nissan pour l'Afrique et le Moyen-Orient, l'Égypte bénéficie d'atouts majeurs grâce à sa position géographique et à son rôle croissant en tant que plateforme régionale de production et d'exportation vers les marchés africains et internationaux. De son côté, le directeur général de Nissan Égypte, Mohamed Abdessamad, a indiqué que les travaux d'installation de la nouvelle ligne de production avaient débuté au premier trimestre 2025, tandis que les essais de fabrication ont commencé au début de l'année 2026. Il a précisé que le nouveau modèle Nissan Magnet sera proposé à des prix compétitifs afin de répondre aux besoins du marché local, avec des perspectives d'exportation vers l'Afrique du Nord et d'autres régions du monde. Le Premier ministre a salué la rapidité de réalisation du projet et a réaffirmé le soutien du gouvernement au développement de l'industrie automobile. Il a souligné que l'augmentation du taux d'intégration locale et la création de nouveaux investissements constituaient des priorités pour renforcer la compétitivité du secteur et créer davantage d'emplois. Mamadbouli a également exprimé son souhait de voir prochainement la production du premier véhicule électrique Nissan en Égypte, estimant que cette étape contribuerait à soutenir la transition vers une mobilité plus durable et à renforcer la position du pays sur la carte mondiale de l'industrie automobile. Cette nouvelle réalisation illustre ainsi la volonté de l'Égypte de consolider son rôle de centre régional de fabrication, de développer ses capacités industrielles et d'accroître ses exportations vers les marchés africains et internationaux. Et la police au Kenya a arrêté mardi plusieurs protestataires à Nanyuki et tiré des gaz lacrymogènes contre une manifestation d'opposants à un centre de quarantaine destiné à des Américains présentant des risques de contamination de la fièvre hémorragique Ebola. Ce centre est établi sur la base aérienne de Laikipia, voisine de la ville de Nanyuki au centre, suite la crainte de la population que ne soit importé dans ce pays d'Afrique de l'Est un virus qu'il n'a jamais connu et dont une épidémie a été déclarée mi-mai en République démocratique Congo RDC. Des dizaines de personnes se sont rassemblées près de la base aérienne, certaines vêtues d'équipements de protection et transportant un cercueil sur lequel était écrit Ebola. Et l'ONDA renforce sa riposte face à l'épidémie d'Ebola venue de la RDC. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a annoncé le renforcement des efforts de lutte contre l'épidémie d'Ebola en Ouganda, où 19 cas confirmés, dont 2 décès, ont été enregistrés après la propagation du virus depuis la République démocratique du Congo. L'Ouganda intensifie ses mesures de surveillance et de prévention face à l'épidémie d'Ebola qui touche actuellement plusieurs pays de la région des Grands Lacs. En visite à Kampala, le directeur général de l'Organisation de la Santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a salué la rapidité de la réponse mise en place par les autorités ougandaises pour contenir la propagation du virus. Selon l'OMS, 19 cas confirmés ont été recensés à ce jour en Ouganda, dont 2 décès. 14 personnes infectées sont arrivées de la République démocratique du Congo voisine, tandis que 5 cas concernent des ressortissants ougandais. Les autorités sanitaires ont renforcé les contrôles aux frontières, les capacités de dépistage et les dispositifs de prise en charge afin de limiter la transmission de la maladie. L'Ouganda demeure toutefois moins touché que la République démocratique du Congo, où l'épidémie déclarée à la mi-mai a déjà provoqué plus de 500 infections confirmées et plus de 90 décès.
Face à cette situation, l'OMS a déclenché une alerte sanitaire internationale et estime que le risque demeure très élevé en RDC et élevé à l'échelle régionale. Les experts sanitaires soulignent que la souche Bundibugyo, à l'origine de cette flambée, ne dispose actuellement ni de vaccins homologués ni de traitements spécifiques, ce qui complique davantage l'effort de contrôle de l'épidémie. Et l'Afrique du Sud lance un traitement injectable révolutionnaire pour prévenir le VIH. L'Afrique du Sud a lancé un nouveau traitement préventif contre le VIH, considéré comme une avancée majeure dans la lutte contre cette épidémie. Le médicament appelé Lenacapavir est administré par injection seulement 2 fois par an et a démontré une efficacité proche de 100% lors des essais cliniques. Les autorités sanitaires ont commencé leur déploiement dans plusieurs centres de santé afin de protéger les populations les plus exposées au risque d'infection. Plus de 150 000 personnes devraient bénéficier de ce programme au cours de la première année. Les experts estiment que cette innovation pourrait transformer la prévention du VIH en Afrique australe, région qui reste la plus touchée au monde par ce virus. Et la délégation de la sélection nationale égyptienne est arrivée à Spokane, dans l'État de Washington, aux États-Unis, après un vol de plus de 4h30. L'équipe nationale restera 6 jours à Gonzaga, où elle s'entraînera au stade de l'université. La délégation conduite par le sélectionneur Hossam Hassan se rendra ensuite à Seattle le 13 juin afin de préparer le premier match de l'équipe nationale en Coupe du Monde contre la Belgique. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre sélection aujourd'hui de votre programme Afrique pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous pour une nouvelle édition. Au revoir.